On a choisi pour terminer effectivement cette belle journée pour vous parler un petit peu de méthodologie de sélection de CMS. Forcément, vous en avez vu beaucoup et c'est pas forcément facile de choisir. Donc, on vous propose effectivement un certain nombre d'astuces pour vous aider à affiner votre choix. Et puis aussi un certain nombre de tendances par rapport au CMS, qu'est-ce qu'ils seront demain, quelles sont les grandes attentes, et je pense que ça va être assez intéressant à voir. Voilà, c'est parti. C'est parti sur la méthodologie pour choisir son CMS. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans l'open source, les CMS open source dominent le marché. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais pour autant, il y a énormément de solutions. Hein, il y a des centaines d'outils. Aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de CMS qui ont été représentés. C'est déjà très très bien et ce sont parmi les meilleurs, pour pas dire les meilleurs. Mais choisir un CMS, c'est pas forcément facile. Et donc il faut effectivement s'épauler de méthodologie, réfléchir ensemble à comment on peut faire pour faire le bon choix qui nous engage souvent sur plusieurs années. Alors, je le répète souvent, hein, c'est ce qu'on dit souvent pendant nos séminaires, il n'y a pas un meilleur CMS qu'un autre. Hein, tous les CMS se valent, tout dépend le projet, le contexte, le besoin. C'est vrai que un produit comme Spip est peut-être moins complet qu'un produit comme EasyPublish, Jaya, mais pour autant, dans un domaine et dans un contexte particulier, il est peut-être meilleur. Voilà, ça c'est important de le noter. Il n'y a pas d'outil meilleur qu'un autre. Hein, c'est vraiment une analyse qu'il faut faire projet par projet. Et donc le choix d'un CMS, il va se faire en fonction d'un certain nombre de critères, d'évaluation. Analyser son attente, ses besoins et réfléchir effectivement à quel est le meilleur outil. Alors, ce n'est pas au CMS à s'adapter. Vincent me dit que c'est pas français, que c'est du Nord. Donc c'est un reste de mes origines. En tout cas, vous comprenez bien le message. C'est vraiment très important de choisir le CMS qui correspond le mieux à votre projet et éviter de le tordre dans tous les sens pour faire en sorte qu'il corresponde bien à ce que vous souhaitez en faire. Voilà. Alors il faut donc utiliser et mettre en place une méthodologie. Alors nous, on vous propose une méthodologie qu'on n'a pas inventée, hein, sûrement qu'on a bonifiée, mais en tout cas c'est celle qu'on utilise dans toutes les phases à la fois d'avant-vente, mais aussi de consulting, de conseil auprès de nos clients. Et donc c'est une sélection, une méthodologie qui s'appuie sur 8 étapes. La première, c'est lister ses attentes, après ordonner, définir une pondération, remplir le tableau d'analyse naturellement, comparer par moyenne, identifier les faiblesses et tester. Alors je rentre dans le détail rapidement. Alors lister ses attentes, vous comprenez l'enjeu. Ici, il s'agit de lister point par point l'objet de son besoin, c'est-à-dire de quoi on a besoin. J'ai besoin par exemple d'un workflow, j'ai besoin d'un site qui soit en multilingue, etc. Donc ça, c'est important de recenser tous les points qui sont importants pour votre projet. Voilà. Attention à ne pas dépasser une centaine de points. Pour faire l'analyse, au-dessus de 100 points, ça devient compliqué et forcément, on doit passer par un tiers de conseil. Donc en tout cas, ça c'est la première étape. La deuxième étape, pour y voir plus clair, ce qu'on va préconiser, c'est de faire des regroupements. Donc on va vous préconiser de regrouper tous les points, toutes les attentes en fonction de catégories. Par exemple, si vous avez besoin de workflow, de multilinguisme, etc., on peut imaginer que c'est une catégorie globale de fonctionnalités de base de la gestion de contenu. Si vous avez besoin de performance, d'extensibilité, on peut imaginer que c'est un regroupement autour, par exemple, de l'infrastructure. En tout cas, de regrouper son besoin à partir d'un certain nombre de critères. 8 valeurs maximales, hein, ça me paraît très bien. Ensuite, une étape qui est vraiment très importante, c'est de définir les points qui sont incontournables. Là encore, par exemple, il existe des centaines de solutions, des centaines de CMS. C'est impossible d'imaginer de faire cette comparaison de ces attentes sur 100 CMS, sur 10 CMS. Donc là, le point à faire, c'est de définir les points qui sont incontournables. Par exemple, j'ai besoin d'une plateforme, d'un CMS qui soit multisite. Et bien déjà, cette question-là vous élimine un certain nombre d'outils. J'ai besoin, par exemple, d'un site qui soit multilingue. Là aussi, tous les CMS ne sont pas forcément multilingues. Définir donc les points incontournables, ça va vous limiter au nombre de CMS. Faites attention toutefois à ne pas avoir trop peu de CMS, c'est-à-dire qu'il en faut au moins 3. Voilà. Ensuite, il faut apporter une pondération.
Apporter une pondération, donc c'est-à-dire que sur tous les points que vous avez listés, j'ai besoin par exemple d'une arborescence multiniveau, j'ai besoin encore une fois de contenu structuré, etc. J'ai besoin d'un forum, j'ai besoin d'un blog. Il faut apporter une pondération. Dire par exemple, oui, le forum, c'est pas essentiel, je vais mettre une pondération de 1. Dire par exemple, par contre, le blog, c'est très essentiel pour moi, je vais mettre une pondération de 5. Cette notion de pondération, elle est essentielle. Faites attention cependant que le nombre de lignes, le nombre d'attentes n'influe pas sur la notation. C'est-à-dire que quand on fait effectivement ces calculs savants à la fin pour voir quel est le meilleur CMS, celui qui est le plus adapté au projet, c'est important de se dire que si jamais, par exemple, j'ai listé 10 attentes concernant le forum et 5 concernant le blog, et ben, si on fait simplement le cumul, forcément, l'un des deux va prendre le pas parce qu'il y a plus de lignes. Donc faites attention de bien faire ça par somme et puis par moyenne. Ensuite, il faut remplir le tableau d'analyse. Malheureusement, il faut bien le faire à un moment donné. Donc, il faut se lancer dans les solutions ou passer encore une fois par des tiers pour remplir ces tableaux et puis évaluer les outils par rapport à vos attentes. Dire oui, c'est possible, ça le fait pas. Nous, on l'avait fait notamment dans le livre blanc de 100 questions pour choisir un CMS. On avait évalué effectivement le périmètre de 8 CMS pour plus de 400 questions. Je crois que ça faisait 3200 cases à répondre. Et je peux vous dire qu'on a mis quand même quelques jours. Voilà. Donc ça, c'est un travail à faire. C'est pour ça que si vous partez sur une centaine de points d'attente, je pense que ça sera beaucoup plus rapide et plus accessible. N'oubliez pas de bien définir les règles avant de commencer. C'est-à-dire que comment on fait pour dire qu'un CMS répond bien au point qui est posé ? Quand on dit par exemple j'ai besoin d'un blog, c'est assez vaste parce que derrière on pourrait définir encore 50 points, c'est-à-dire le blog, est-ce qu'il est effectivement ordonné par date, est-ce qu'on peut ajouter des commentaires, etc. Donc n'oubliez pas effectivement de définir la façon dont vous allez noter. Voilà, peut-être en pourcentage de couverture, à vous de voir. Le faire par une personne unique, c'est-à-dire que si on compare plusieurs CMS, la comparaison ne peut être objective que si c'est la même personne effectivement qui effectue les comparaisons sur les différents outils. Donc si vous voulez vraiment faire un choix pertinent, n'hésitez pas à vous plonger dedans et à évaluer ces outils par rapport aux points que vous avez notés. Alors je m'écouille du cas des extensions, puisque là, surtout dans nos analyses, c'est jamais facile. Un CMS, vous prenez un CMS comme Drupal, par exemple, le noyau de base est assez léger, on ne peut pas faire énormément de choses de base, mais par contre, si vous ajoutez toutes les extensions, vous avez une possibilité qui est infinie. Dans ce cas-là, effectivement, il est important de prendre en compte dans la pondération le fait que ça soit disponible à travers une extension. Donc nous, dans ce cas-là, ce qu'on vous préconise, c'est d'accorder une bonne notation si le besoin est bien couvert par l'extension, mais par contre de bien noter, de bien signaler que c'est une extension, puisque le fait que ça ne soit pas natif et que ça soit une extension, ça peut engendrer un coût supplémentaire. Voilà. Ensuite, il faut comparer et comparer par moyenne. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'un CMS, il ne faut pas le comparer point par point avec un autre CMS. Il faut toujours comparer par rapport à la moyenne des notes des autres CMS. C'est ce qui va vous permettre notamment d'identifier les faiblesses, de voir s'il y a des points forts effectivement d'un CMS par rapport à l'autre. Donc vous prenez toutes les notations obtenues par rapport au groupement de points et vous effectuez les moyennes et vous comparez CMS par CMS par rapport à cette moyenne. Vous verrez, ça offre des éléments très intéressants. Et ça va vous permettre notamment d'identifier les faiblesses. Un produit qui ne couvre pas la totalité de vos attentes n'est pas foncièrement un mauvais produit. C'est un produit peut-être que l'on peut étendre à partir du modèle d'extension fourni par les CMS. Donc un produit effectivement qui ne couvre pas tout, regardez, identifiez ses faiblesses et voyez si vous pouvez les étendre facilement. C'est souvent un bon choix. Et si oui, alors à quel coût ? Voilà pour la méthodologie. Le dernier point, c'est la dernière étape, naturellement, c'est la plus importante, c'est de tester. Aujourd'hui, on a listé, même encore ce matin, un certain nombre d'indicateurs. Le ressenti, par exemple, la qualité de l'interface de gestion dans l'enquête sur les CMS open source était placée en 2e position. Donc aujourd'hui, les gens du métier, les gens qui travaillent au quotidien sur le CMS, sont très très attentifs, effectivement, à la qualité de l'interface de gestion. Donc les associer très rapidement dans le processus de décision, c'est un bon choix. Et donc c'est très important de pouvoir tester le CMS, de faire en sorte que l'accompagnement au changement soit bien suivi et bien mis en place. Voilà pour ce point. Donc n'hésitez pas encore une fois à tester, à toucher, comme l'avaient fait nos amis espagnols avec Cristiano Ronaldo.
petite parenthèse avec l'euro qui se joue en ce moment. Merci. Alors donc la couverture moyenne, une petite, quand on a fait le livre blanc justement sur les 200 questions et qu'on a comparé le périmètre des 8 CMS, on a fait la somme totale à la fin. Résultat qu'on n'a pas publié d'ailleurs, qu'on a gardé chez Smile pour nos missions de consulting. Il faut garder aussi un petit peu d'éléments. En tout cas, ce qui était vraiment intéressant de voir, c'est qu'on l'a fait sur 8 CMS, sur plus de 280 points, et qu'au final, on a eu des taux de couverture parmi les 8 CMS entre 27% et 77%. Donc là encore, vous voyez que le périmètre d'un CMS par rapport à l'autre, il est radicalement différent. Mais encore une fois, foncièrement, un CMS qui offre un périmètre relativement léger n'est pas un mauvais CMS. C'est sûrement un CMS qui sera idéal pour un petit site événementiel. Voilà, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Mais voyez bien que la couverture moyenne des CMS, elle peut varier quand même du tout au tout. Voilà. Alors, dans cette enquête-là aussi, on avait listé les points qui étaient mal couverts. C'est-à-dire que parmi ces 200, 400 questions, on avait listé à peu près 91 questions identifiées comme importantes. On s'est dit, si les gens ne vont pas jusqu'au bout du livre blanc à lire les 400 questions, on va mâcher le travail, on va leur proposer les points qui sont importants, sur lesquels on leur recommande d'être vigilants. On y en avait à peu près 90. Et on a regardé, ça a d'ailleurs été le travail d'un journaliste de Collaboratif Info, de regarder effectivement quels étaient les points qui étaient importants mais mal couverts. Et donc vous voyez un petit peu ces points-là. Il y avait des points notamment sur l'habilitation spécifique pour la saisie d'une traduction. Alors ça concerne naturellement ceux qui veulent mettre en place un site multilingue, mais en tout cas c'est un point important. Il y en a d'autres questions que je vous laisse lire. J'ai mis en gras celle qui me paraissait aussi importante, plus que d'autres. Le CMS dispose-t-il d'un système de verrouillage lorsqu'un contributeur essaye de modifier le contenu? Donc là, effectivement, vous voyez, ce n'est pas un point qui est couvert par l'ensemble des CMS. Donc ça paraît peut-être étonnant pour certains, parce que c'est vrai que de plus en plus on travaille à plusieurs sur un CMS, mais là c'est un point important, mais qui n'est pas toujours couvert, donc faites attention. Deuxième point, on parlait de SEO juste à côté. Typiquement, en cas de modification de l'URL d'une page, est-ce que le CMS conserve l'historique des pages? Est-ce qu'il est capable automatiquement de faire des redirections temporaires, définitives? Là, c'est un point qui est aussi très très important pour le référencement et qui n'est pas encore traité de façon complètement efficace par l'ensemble des CMS. Soyez vigilants. Et puis le dernier point, par exemple, c'est est-ce qu'il est possible de définir de manière différenciée des habilitations, donc des droits, selon les rubriques, voire selon les types de contenus. Et là aussi, il y avait à peu près 3/5 des CMS qui répondaient, mais pas tous. Donc si vous êtes attentif, si vous avez vraiment besoin d'une politique de droit, faites attention à ça. Là encore, tous les CMS ne répondent pas. Peut-être que ça fera partie de vos points incontournables lorsque vous serez à la quête d'un nouveau CMS. Voilà, donc soyez vraiment attentifs à vos attentes et creusez le besoin, creusez l'outil, ne voyez pas simplement ce qui dépasse. C'était pour vous dire qu'il y avait le livre blanc disponible, mais il n'y en a plus. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, ils sont en libre téléchargement sur le site de Smile. Voilà. Je laisse la parole à Vincent qui va nous compléter cette analyse du choix méthodologique justement par des critères un petit peu plus stratégiques. Oui, alors stratégique, c'est un bien grand mot, surtout pour faire la différenciation entre les critères dont a pu parler Grégory, qui sont vraiment des critères quantifiables, qui permettent de dire, voilà, sur tel point, tel CMS est de façon un peu absolue meilleur ou plus performant qu'un autre. Donc les critères dont je vais vous parler, c'est plus des critères qui sont, on va dire, en comparant deux CMS, vont être ni bons ni mauvais pour l'un ou pour l'autre, mais vont répondre à des orientations différentes. Alors donc par exemple, un premier axe de réflexion, c'est la taille de la communauté. Alors la taille reste un critère de choix important, mais il ne faut pas forcément se ruer vers le CMS qui est la plus grosse. C'est-à-dire qu'une large communauté, ça garantit qu'il y ait de nombreuses innovations. Par contre, à contrario, si la communauté est réduite, vous aurez en tant qu'utilisateur la possibilité d'avoir un peu plus de poids sur la roadmap, de rencontrer plus facilement les personnes clés de la communauté,
Alors que voilà, autant un CMS qui aurait des millions de contributeurs dans sa communauté, ben on peut être sûr du foisonnement d'innovation. Par contre, pour aller toucher les personnes clés, voilà, ça demande un certain travail de lobbying. Un autre critère de réflexion, c'est savoir si vous souhaitez être porté par un éditeur ou porté par la communauté. Alors on peut voir, d'après l'image, qu'être porté par la communauté, ça demande un peu de confiance, on va dire. Une solution pilotée par un éditeur, par exemple, va garantir de la cohérence sur la roadmap et garantit surtout d'avoir des interlocuteurs clairement identifiés. A contrario, si une solution est plutôt pilotée par la communauté, vous aurez l'avantage de ne pas avoir de notion de version entreprise avec voilà, des coûts d'entrée pour passer à avoir accès à des fonctionnalités plus évoluées. Vous aurez des versions uniformes, quel que soit votre contexte d'utilisation. Alors par contre, on souligne quand même que la souscription à un support, c'est quelque chose qui nous paraît important et qui est souvent possible. Après, suivant les outils, il y en a qui vont être plus orientés vers la contribution de masse, ou alors là, sur un petit nombre d'utilisateurs, se faire une contribution plus centralisée. Alors là aussi, il n'y a pas de gagnant à tout coup, c'est vraiment en fonction de la stratégie à déployer sur votre projet. C'est-à-dire qu'une solution qui va faciliter la contribution en masse, elle va avoir un back-office très, très structuré, une forte séparation du fond de la forme, alors que, et donc bien sûr donc avec des avantages d'uniformisation et voilà, de pouvoir ouvrir la contribution à de nombreux utilisateurs. Si vous avez une armée de contributeurs parce que vous êtes une grosse agence, je sais pas, une agence de presse, et que voilà, vous devez avoir beaucoup de gens qui vont alimenter votre site en contenu, ça peut être une option intéressante. Une solution qui privilégie plutôt un petit nombre de contributeurs va mettre l'accent sur une animation éditoriale un peu plus simplifiée, peut-être un peu moins d'étapes de validation, et peut-être un peu plus de souplesse au final. Donc là aussi, voilà, certains CMS proposent plutôt l'une ou l'autre des approches, et c'est à choisir un peu en fonction des caractéristiques de votre projet. Il n'y a pas de gagnant en termes de performance de type de contribution dans l'absolu. Après, les solutions peuvent être plus ou moins clés en main, ou alors là, comme une boîte de Lego, plus ou moins modulaire. Là aussi, il n'y a pas forcément de gagnant dans un cas ou dans l'autre. L'avantage d'une solution clé en main, c'est que vous allez être sûr sans vous avoir trop à vous poser des questions avant de mettre le projet en route, d'avoir tous les besoins couverts en standard, enfin tous les besoins standards couverts plutôt. Vous risquez pas de vous retrouver avec une fonctionnalité relativement importante et standard, mais auquel vous n'auriez pas pensé, qui risque de manquer. Par contre, l'avantage d'avoir une solution basée sur un noyau plus basique auquel on ajouterait des modules, c'est que vous allez pouvoir un petit peu tailler à la serpe dans les fonctionnalités et avoir quelque chose qui répond mieux à vos besoins. Vous n'allez pas être encombré par des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais, avec le défaut que si vous n'avez pas déjà une très bonne idée de ce à quoi vous voulez aboutir, vous risquez de partir à quelque chose d'un peu trop petit au départ et après de vous trouver coincé sur telle ou telle fonctionnalité qui après quelques mois d'usage vous paraîtrait évidente, mais auquel vous n'auriez pas pensé au départ et qui ne serait pas embarqué par défaut. Donc en d'autres termes, si vous avez déjà un besoin très clair, une solution peut-être plus modulaire et plus intéressante. Si vous voulez juste gérer du contenu et vous n'êtes pas encore très loin dans la réflexion du détail des fonctionnalités dont vous avez besoin, la solution clé en main est une bonne option. Après, en termes de back-office, on peut osciller entre quelque chose de complet ou quelque chose de sur-mesure. Alors attention, on peut voir là sur la photo que le sur-mesure, parfois, ça peut donner des choses un peu étranges. Mais voilà, en tout cas, c'est deux approches qui reprennent un petit peu le côté modulaire du critère précédent. Donc un back-office complet, c'est très bien, tout va être disponible d'un seul coup. Comme c'est un back-office qu'on ne va pas modifier, un utilisateur qui connaît déjà l'outil va être immédiatement opérationnel. Par contre, un back-office sur mesure va pouvoir être mieux adapté à vos besoins et en termes d'efficacité, à terme, vous serez peut-être plus performant. Si vous avez besoin d'effectuer souvent des tâches un peu répétitives, mais peut-être un petit peu hors normes, vous allez pouvoir optimiser très précisément le back-office pour répondre à ce besoin-là. Et là encore, il y a des CMS où typiquement
Un intégrateur a l'habitude de ne jamais toucher au back-office parce qu'il est très complet et il n'est pas fait pour ça, tout bêtement. Et puis d'autres CMS où le back-office a besoin systématiquement d'être adapté, d'être vraiment taillé sur mesure pour les différents usages. Voilà. Donc voilà quelques exemples de critères où il n'y a pas forcément un gagnant en termes de performance absolue, mais qui répondent à une orientation stratégique. Je laisse la parole à Grégory pour la conclusion. Voilà donc pour conclure cette journée, 2-3 slides sur les tendances au niveau des CMS open source. Donc là, on parle pas forcément de roadmap de roadmap de CMS, mais plutôt l'attente, nos préconisations peut-être pour nos partenaires, effectivement, sur un certain nombre de points. On a identifié notamment 3 points qui nous semblent des tendances ou en tout cas des enjeux pour demain, sur lesquels il faut effectivement se mobiliser. On peut citer notamment la mobilité, la contribution à l'ergonomie, le social content, la performance, la mise en page. Alors des points qu'on a abordés aujourd'hui, mais sur lesquels il reste du travail. Alors au niveau de la mobilité, tout à l'heure Mickaël dans la table ronde sur la mobilité avait donné déjà un certain nombre d'indicateurs. Mais vous voyez, il y a énormément de mobinotes, beaucoup de gens, déjà 20 millions en France. Et donc pour certains, il y a déjà une inversion des courbes qui devrait se faire en 2015. 2015, on y est très très vite. C'est-à-dire qu'il y aura plus de gens qui vont surfer avec un mobile qu'avec leur ordinateur, etc. Et 2015, c'est vraiment demain. Et pour autant, en France, on est quand même très très peu équipés. Les entreprises, les associations, les collectivités, etc. Elles perdent chaque jour un petit peu de trafic parce qu'elles ne savent pas répondre à ces sites mobiles. Voilà, donc c'est un enjeu vraiment de taille. Il faut réussir à servir de contenu adapté. Adapté, c'est bien le mot-clé ici, parce que servir du contenu, le même contenu effectivement pour tous les supports, c'est facile, mais servir du contenu adapté selon effectivement le canal, là c'est vraiment pas simple et il y a encore du travail de ce côté-là. Le social content, qui fut aussi une conférence pleine, il y a énormément de gens qui ont assisté à cette conférence. Le social content, c'est aussi effectivement quelque chose de très important parce que la source de trafic qui est liée effectivement aux réseaux sociaux, c'est colossal. On parle de 1,5 milliard de visiteurs uniques par mois sur ces supports-là. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une multiplication des sources. C'est-à-dire que le CMS n'est pas encore capable de piloter, par exemple, les contenus éditoriaux qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on publie une actualité, on ne peut pas la publier sous le même format, effectivement, sur les réseaux sociaux. Il faut la retravailler. Donc il faut avoir des CMS qui soient aussi, pas simplement multicanal dans le sens technique, mais peut-être aussi multi-cible, vous comprenez un petit peu le terme. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu aussi qui est très très important. Voilà. Donc là, il y a un pilotage de la stratégie sociale qui est vraiment très très important. Le dernier point que je développerai sur les tendances, c'est l'aspect contribution. Là aussi, ça fait l'objet d'une table ronde, mais vous l'avez vu dans les enquêtes, l'enquête sur la pénétration des CMS open source que SMAI a pu réaliser. La qualité des interfaces de gestion arrive en 2e position, 2e attente, et ça c'est quelque chose qu'on mesure chaque jour dans les cahiers des charges. C'est très très important, il faut y répondre. Voilà, donc il y a de plus en plus de contributeurs qui sont de plus en plus au fait du web, mais qui sont de moins en moins techniques. Et donc il faut faire en sorte que ces outils soient en tout cas toujours très techniques, mais pas pour les contributeurs. Pour eux, ça doit être le plus simple possible. Et ça, beaucoup de CMS y ont travaillé. SPIP était déjà un exemple, mais par exemple Typo 3, c'est un axe très très important pour la communauté avec la version 5. Des outils comme EasyPublish, Jaya, tout le monde a fait des efforts sur cet aspect-là. Amethyst, qui est connu et reconnu pour cette qualité de prise en main, je pense que c'est un élément très important et il faut continuer dans ce sens-là. Alors, beaucoup de gens m'ont posé la question, j'ai rajouté vite fait 2 slides. Le CMS de mes rêves, quel est le CMS qui me plaît le plus ? Et en fait, voilà, c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez eu des démonstrations, tout le monde vous a parlé un petit peu des différents CMS. Et honnêtement, le meilleur, c'est celui qui va réunir tout ça. C'est-à-dire que je pourrais citer point par point, mais SPIP, par exemple, c'est quasiment un des seuls à
intégrer de la notion de travail collaboratif, agenda, et c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, en 2012, on n'ait pas des CMS qui soient plus sur le côté collaboratif, travail en équipe, côté back-office. Je pourrais citer aussi la simplicité. Easy, je pourrais aussi citer plein de points, mais depuis, je crois, la 4.4, ils ont intégré un éditeur d'images en ligne. Plus besoin de passer par Photoshop, par GIMP, etc. En ligne, vous pouvez travailler vos images, mettre des logos à la volée, etc. C'est top. Et ça, c'est vraiment chouette. Je pourrais citer aussi plein d'autres points, EasyFlow, la timeline, etc. Jaya, Jaya par exemple, depuis la version 6.5, l'éditeur de studio, vraiment super chouette, pouvoir modifier ses gabarits à la volée en drag and drop, franchement ça c'est top. On pourrait vous parler aussi de la GED, avec le nouveau produit qu'ils ont sorti et qui parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis, ainsi pour tous, Drupal, par exemple, extensibilité, c'est vraiment super intéressant. Amethyst, par exemple, sur l'ergonomie, ça aussi, c'est top. RBS Change, une approche, effectivement, CMS, e-commerce, en un même unique, c'est, je pense, une bonne tendance, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'e-commerce sans contenu, ça va pas continuer longtemps. L'iFray, le côté portlet, personnalisation, mode intranet, c'est vraiment super aussi. Qu'est-ce qu'on voit? WordPress, par exemple, énormément de modules, de communautés, un produit très simple. L'application que Vincent a fait voir, ou plutôt Mickaël a fait voir, effectivement, la possibilité de piloter son CMS à partir d'une application de son téléphone, ça c'est vraiment super. Avoir plus de réactivité, voilà. L'ergonomie, par exemple, de Joomla, qui a fait sa qualité. Le côté framework, boîte à outils, par exemple, de Centurion. Hippo CMS, son déplacement par bloc, son intégration avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? CMS Made Simple, par sa philosophie, le fait d'être toujours plus simple, et ça c'est vrai que réussir à faire un produit qui est de plus en plus riche tout en étant simple, c'est vraiment un enjeu, je pense, pour beaucoup d'éditeurs. Qu'est-ce qu'on voit? D'ailleurs, ils étaient ici. Typo 3, par exemple. Typo 3 a plein de qualités, une architecture technique qui fait partie des meilleures architectures techniques, multi-base de données, multi-OS, multi-serveur HTTP. Novius, par exemple, sur l'aspect content, je pense que ça c'est aussi social content, ils sont vraiment très efficaces sur tout ça. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde, et je crois qu'il me restait aussi Lutèce. Lutèce, ils sont aussi, de ce point de vue-là, assez intéressants sur l'aspect extensibilité, pouvoir se mailler notamment avec plein d'applications métiers, de faire en sorte que les utilisateurs ou même les intégrateurs n'aient pas à se battre pour relier les solutions, mais d'avoir un certain nombre de choses packagées. Je pense que c'est la réussite. L'open source, il gagnera beaucoup si on a plus de choses interconnectées. Voilà, j'ai peut-être oublié quelqu'un, je m'en excuse. En tout cas, voilà le CMS de mes rêves, et je pense que ça va dans la bonne voie, mais je pense que s'il y avait un jour quelqu'un qui voulait se lancer sur un CMS avec tous ces points-là, ça serait sûrement une très très grande réussite. Voilà. Voilà, avant de terminer, encore une fois, je voulais vous remercier de votre participation. Ça a été beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, beaucoup de témoignages, beaucoup de tweets. Merci. Sûrement rendez-vous en 2013. Je voulais aussi remercier une dernière fois tous nos partenaires, tous les CMS, la presse, les CMS qui ont vraiment joué le jeu. J'ai vu plein de gens discuter à droite à gauche, ça a été beaucoup d'échanges, des mariages entre Spip et Typo 3, c'était plein d'amour, c'était magnifique, donc super. Voilà, remercier aussi toute mon équipe, notamment Amélie, Leslie qui a été le pilier du CMSD dans l'organisation, Jennifer, alors que vous ne voyez pas ici, mais elle porte un t-shirt bleu avec un badge, n'hésitez pas à les saluer en sortant. En tout cas, elles ont joué un rôle important, encore une fois, dans l'organisation du CMSD, qui n'est pas notre cœur de métier. Ça a été une première pour nous d'organiser un événement de cette ampleur. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc voilà. Je voulais aussi faire un petit coucou à Mickaël, parce que c'est la première année aujourd'hui, un an jour pour jour, qu'on a ouvert Smile à Lille, ma patrie d'origine, donc je voulais lui faire aussi un petit coucou. Remercier Vincent, qui a été le seul à utiliser le switch VGA que j'ai acheté, qui me permettra de mieux expliquer mon achat. Merci à Inteline TV, par exemple, effectivement, pour tout le travail qu'ils ont fait pour les films que vous pourrez retrouver un petit peu plus tard, ainsi que les PowerPoint et les LibreOffice des présentations. Et puis, un petit coucou aussi, un petit remerciement à Nathalie Couture,
Nathalie, qui fut la seule représentante de la jante féminine à monter sur scène et à venir nous parler de CMS. Il faut l'encourager. Voilà. Merci. Donc je vous remercie tous très chaleureusement et puis je vous donne rendez-vous sûrement à l'année prochaine. Merci. Merci.